Eh bien, bonjour à tous. Aujourd'hui, une vidéo sur les formes quadratiques. Donc, on va continuer notre voyage dans le monde de l'algèbre. Et donc, aujourd'hui, on va s'étendre parce qu'on avait déjà vu l'algèbre linéaire de base, on avait vu l'espace dual, et puis maintenant, on va continuer un peu dans notre voyage. Et on va aller au niveau des formes bilinéaires, ainsi que des formes quadratiques. Donc, le but ici, ça va être d'étudier des objets qui sont un peu différents de ce qu'on a déjà vu. Donc bien sûr, on va toujours se ramener à des matrices, des choses comme ça. Mais on va chercher à trouver de nouveaux objets qui ont de nouvelles choses à l'intérieur qu'on peut étudier et qui vont permettre de généraliser de nouvelles choses. Donc déjà, commençons par parler de ce qu'on appelle des formes bilinéaires. Donc en fait, en plus général, on peut appeler ça, donc, on a ce qu'on appelle des formes n linéaires. Donc des formes n linéaires, alors si je fais quelque chose, hein, par exemple, on va l'appeler phi, et en fait, elle va prendre n éléments de notre espace. Comme c'est une forme, ça renvoie un élément de notre corps. Et puis en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que dans les n entrées, donc hop, ça va être phi de x1 jusqu'à xn, et en fait, en ces n entrées-là, nous allons être linéaires. C'est-à-dire que si on fixe n-1 entrée et qu'on garde la im, eh bien, je peux faire le schéma et pas. Enfin, je peux faire le petit calcul, mais si par exemple, je fixe n-1 entrée et que sur la im, j'ai par exemple xi plus lambda i xi prime, on va dire ça comme ça, et puis ensuite on a la suite, xi plus 1 jusqu'à xn, ok? Et bien en fait, ça va être, comme on a fixé ces n-1 entrées, ça va être linéaire en ça. Donc ça va être égal à phi de x1 jusqu'à xi, et puis la suite jusqu'à xn, plus lambda i fois phi de x1. Ici, on aura xi', et puis ensuite, on retrouvera xn. Ok, donc ça, c'est simplement ce qu'on appelle des formes n linéaires. Et puis maintenant, donc nous, pour les formes quadratiques, on va s'intéresser simplement aux formes bilinéaires. Les formes bilinéaires qui iront de E2 dans K. Et donc notre but, ça va être d'étudier simplement les phi qui prendront deux entrées et qui seront linéaires en x et en y, si on appelle respectivement l'entrée x et l'entrée y. Donc c'est comme ça qu'on va définir ce qu'on appelle une forme quadratique. Une forme quadratique, c'est simplement, donc hop, on efface ça. Et en fait, par exemple, ici on va l'appeler B, vous allez voir pourquoi, donc c'est pour bilinéaire. Et en fait, ce qui va se passer, c'est qu'en nos deux entrées xy, on va lui associer b de xy. D'accord? Donc b de xy, c'est une forme bilinéaire qui est linéaire en son entrée x et en son entrée y, hein, si on fixe x ou y. Et quelque chose d'intéressant dans les formes bilinéaires, c'est qu'il y a certaines formes bilinéaires, il y a une famille de formes bilinéaires qu'on appelle les formes bilinéaires symétriques. D'accord? Et donc les formes bilinéaires symétriques, c'est simplement demander à ce que, pour tout élément xy de E, ben j'ai que, si je mets en entrée xy, c'est pareil que mettre en entrée yx. D'accord? C'est simplement demander la symétrie. Et alors pourquoi avoir ça, c'est intéressant? Parce qu'à partir de ça, on va pouvoir définir ce que c'est qu'une forme quadratique. Une forme quadratique, donc Q est une forme quadratique si, et alors c'est là que ça va être intéressant, il existe une forme bilinéaire symétrique telle que, quel que soit x dans E, Q évalué en x, c'est simplement notre forme bilinéaire dont ces deux entrées sont x.
Bon alors, une question intéressante serait de se demander pourquoi on a besoin de la symétrie. Ça, c'est simplement par rapport au fait que si c'est pas symétrique, on va avoir des problèmes comme on rentre en deux entrées. Si on échange ces deux entrées, c'est le même objet, sauf que par exemple, si c'est antisymétrique, il y aura un moins qui apparaît, ça fait que ça vaut 0. Donc il y aurait des problèmes. Donc on demande la symétrie de notre forme bilinéaire. Donc voilà, ça, Q qui est une forme quadratique, c'est simplement demander l'existence d'une forme bilinéaire symétrique telle que l'évaluation de Q pour tout x dans E, c'est pareil que l'évaluation de cette forme bilinéaire dont ces deux entrées sont x. Et alors là, on a un nom particulier pour ce B. Ce B-là, c'est ce qu'on appelle la forme polaire de Q. Ok? Donc lorsque, dans des exos, vous aurez une certaine forme quadratique, et qu'on demandera de chercher la forme polaire, il faudra simplement rechercher la forme bilinéaire qui est associée. Ok, donc reprenons et commençons à voir quelques exemples. Parce que c'est important, avant de continuer sur la théorie, de voir quelques exemples. Donc, je vais marquer des formes quadratiques, hein, et puis le but, ça va être de trouver les formes polaires associées. Par exemple, si on est dans E qui est R2, ok, ben, une forme quadratique serait par exemple x1 carré moins x2 carré plus x1, x2. Plus 2x1, x2. Cette forme quadratique, c'en est une. On verra juste après pourquoi, on verra une caractérisation. Cette forme quadratique, comment est-ce qu'on trouve sa forme polaire? Donc, l'idée c'est de se dire, ici, ma forme quadratique, je l'évalue en un seul truc. Mais je sais qu'il existe un objet qui est une forme bilinéaire, tel que quand je l'évalue en x et en x, c'est bien q de x, ça me fait le même objet. Donc je le réécris, 2x1, x2. Et donc, comment est-ce que, si maintenant, au lieu de mettre x ici, je mets y, comment est-ce que j'arrive à retrouver quelque chose qui est pareil? Bon, l'idée c'est de se dire, bon ben, y aussi est dans R2, hein. Ça prend deux éléments de R2. Ben, x1, lui, bon, il sera toujours là. Mais là, au lieu d'avoir encore x1, vu que maintenant c'est en y, j'ai y1. D'accord? Et si y égale à x, ça me fait x1 fois x1, x1 carré. Ça, c'est bon. Donc, on se dit assez facilement que ce terme-là est égal. Moins x2, y2, ça nous fait bien si y égale x, moins x2, x2, qui fait x2 carré. Et puis maintenant, c'est un peu plus difficile pour ce terme-là. Parce qu'il ne faut pas oublier que la forme bilinéaire doit être symétrique. Si j'inverse ici, le fait d'inverser ici, ça ne change rien. D'accord? Il y a bien une symétrie. Maintenant, il se peut que ce que je vais faire là, s'il y avait un moins devant, mettons un moins pour voir ce qui va se passer. Hop, ça peut faire quelque chose. Si par exemple, je me dis, ok, bon ben, je vais recopier le même principe. x1, bon ben, vu que c'est en x, je vais mettre x1. Et puis x2, vu que c'est en y, je vais juste mettre x2, y2. Hein, pourquoi pas? Ah, désolé, c'est un moins. Bon. Eh bien, on remarque que mettre l'entrée xy ou mettre l'entrée yx ne donne pas le même résultat. Si ici je mets xy comme ça, là c'est la première coordonnée de lui et la deuxième qui est prise en compte. Ok? Si j'avais mis dans l'autre sens, ça veut dire qu'on aurait pris la première coordonnée de lui et la deuxième, qui est différente. Ok? Donc ça ne peut pas donner cet élément-là. Il y a quelque chose, mais en fait ce qu'il faut faire, c'est symétriser ce truc. Donc au lieu de dire que c'est 2x1, y2, j'enlève le 2. Enfin, on laisse le 2 si vous voulez. Et on dit que c'est 1 demi de x1, y2 plus 1 demi de x2, y1. On a symétrisé. Ok? La totalité fait bien toujours 2x1, x2. Si on rentre x et x, on a toujours bien ça. Et puis on voit que maintenant, si on échange, la première coordonnée de lui et la deuxième de lui et la première sont prises dans tous les cas. Donc c'est très bien.
Et puis pourquoi j'ai mis un 2, ça a été fait exprès. C'est simplement pour dire que, hop, si on factorise par 1/2, le 2 part, et ça nous fait moins x1, y2, moins x2, y1. Hein, si vous voulez, c'est peut-être plus joli de le laisser grouper. Voilà. Et donc là, on a trouvé la forme bilinéaire associée. Vous pouvez vérifier, hein, vous rentrez ce que vous voulez, et puis vous voyez que ça fait le même truc si vous rentrez x et x. Bon. Ok. Maintenant, regardons sur un autre espace qui est un peu différent. D'accord, prenons par exemple Mn de R, les matrices à coefficients réels. Ben, sur ça, je peux dire par exemple que Q de X, enfin Q de M, pour M une matrice, par exemple, pourrait être la trace de M, le tout au carré. Bon, pourquoi j'utilise la trace? Parce que le but d'une forme quadratique, c'est d'avoir une forme bilinéaire qui est associée, symétrique. Et une forme bilinéaire, par définition, c'est linéaire en ses deux entrées. La trace, ce qui est bien, c'est qu'elle est linéaire. Donc, peu importe ce qui va arriver, ça marchera. On peut voir ça. Quelle est la forme bilinéaire qui est associée? Donc déjà, remarquons-le. Ma forme bilinéaire sur M et M, qui est Q de M, c'est trace de M au carré. Donc si je veux l'étendre, c'est trace de M fois trace de M. Ok? Et bon, il n'est pas difficile de s'imaginer que maintenant, pour M et N, hein, deux matrices, ben, la forme bilinéaire associée, donc la forme polaire de cette forme quadratique, serait ça. C'est bien symétrique, hein, parce que ça, ce sont deux scalaires, donc c'est bien symétrique. Et puis ensuite, vous pouvez vérifier si vous avez envie. Vous mettez M plus lambda M', et puis vous voyez que la trace, comme c'est linéaire, ça fait trace de M plus lambda fois trace de M'. Et puis ensuite, ça se distribue. Bon, vous avez bien B de Mn plus lambda prime B de M'N. Bon, ça marche. Et ça, c'est la forme bilinéaire associée à notre forme quadratique. J'avais dit qu'il y avait quelque chose d'intéressant pour quand E égale Rn. Quand E égale Rn, ben en fait, une forme quadratique ressemblera tout le temps à quelque chose de cette forme-là. Alors, je vais marquer quelque chose au hasard, hein, etc., etc. Hein, ça dépend du n, mais bon, là, admettons qu'on est dans R4, ça, c'est une forme quadratique. Comment est-ce qu'on le reconnaît? Ben, on remarque quelque chose. Une forme quadratique, dans Rn, se reconnaît comme un polynôme de degré 2 qui est homogène. C'est-à-dire que tous ces monômes sont de degré 2. Et puis voilà, bon, il n'y a que ça. Donc une caractérisation, c'est de dire que Q de X s'écrit de cette forme-là. Avec des certains coefficients, alpha, ij. Ouais, bref, c'est comme ça. Ok? Même on peut, voilà, hop, je vais marquer comme ça. Voilà. Si vous avez quelque chose de cette forme-là, d'accord, donc des coefficients fois des monômes de degré 2, et puis une somme, donc ça fait un polynôme homogène de degré 2, dans Rn, c'est bien une forme quadratique. Hein. Et la forme bilinéaire symétrique, qui est donc la forme polaire de Q ici, ça va être, si vous voulez, c'est pas très dur. À chaque fois que vous avez des termes qui sont des carrés, vous remarquez, donc si c'était xi au carré, vous marquez xi, yi. Et puis, si c'est des termes qui sont croisés comme ça, vous faites le truc de tout à l'heure pour symétriser. Bon voilà, ça, ce sont deux exemples intéressants sur les formes quadratiques. Donc, maintenant que nous venons de voir ce que sont que des formes bilinéaires symétriques, hein, les formes polaires associées aux formes quadratiques, ben, on va pouvoir introduire ce qu'on appelle la matrice d'une forme quadratique.
Donc, la matrice d'une forme quadratique, elle va être dans une certaine base, donc on va appeler B comme ça. Et en fait, cette matrice va être simplement la matrice. Donc, si ici je caractérise ma base B par, si on est dans un espace de dimension n, E1 jusqu'à En, eh bien la matrice de Q dans cette base, ça va simplement être ma forme polaire, donc la forme bilinéaire symétrique, appliquée à EI, EJ, pour IJ entre n et 1. Bon, la forme bilinéaire est symétrique, donc la matrice est forcément symétrique. On va pouvoir par exemple voir un exemple si vous voulez. Un exemple, par exemple, hop, si, admettons, j'ai ma forme quadratique qui vaut x1 carré plus 2x1, x2. Ok? On est dans R2. Bon, bah, si on est dans R2, qu'est-ce qui va se passer? Je me donne une certaine base. Donc, on va prendre B qui va être la base canonique, E1, E2. Et alors, ma matrice, donc on va l'appeler Bcan pour voilà. Ma matrice dans la base canonique de Q, ça va être donc une matrice de 2. Et cette matrice de 2, ça va être premièrement B évaluée sur E1, E1. Ok? Donc ici, si vous voulez, on peut écrire la forme bilinéaire qui est associée. La forme bilinéaire associée, ce terme-là, il va être départagé en x1, y1. Et puis ensuite, ce terme-là, comme je vous l'ai dit, il est croisé. Donc ça va être x1, y2 plus x2, y1. Alors, le 2, normalement, il est là. Mais comme là, il y a des termes 1,5, j'ai déjà factorisé, j'ai fait le travail de tout à l'heure. Bon, ici, il n'y a pas de signe moins devant, donc je peux enlever sans problème. Et puis du coup, si j'évalue sur E1, E1, ok, il n'y a que ce terme-là qui est pris en compte. Donc ça me fait 1 ici. Si j'évalue sur E2, E2, donc ça sera ce terme-là en bas, ben E2, E2, on voit que ici, il y aura 0. Ensuite, Y2, il vaudra 1, mais X1, il vaut 0. Donc ça fait 0. Et X2, il vaut 1, Y1, il vaut 0. Ça fait 0. Et ensuite, le premier terme croisé. Donc ici, on a E1 avec E2. E1 avec E2, là, ça fera 1 fois 0, ça fait 0. Ensuite, là, ça fait 1 fois 1, ça fait 1. Et là, ça fait rien. Ok? Et puis ensuite, elle est symétrique. Donc, soit vous faites le calcul et vous voyez que par définition de la symétrie, ça redonnera le même truc. Soit vous avez la flemme et vous trouvez la triangulaire supérieure et vous recopiez chaque indice. Voilà. Donc, la matrice de Q dans la base canonique, c'est simplement ça. Maintenant, l'idée, ça va être de se dire en quoi je peux utiliser cette matrice. Bon, eh bien, la réponse est assez rapide. Hop. On a déjà vu que, alors je ne sais pas si je l'avais montré dans une précédente vidéo, mais lorsqu'on a un produit scalaire, d'accord? Lorsqu'on a par exemple un produit scalaire et qu'on le fait sur deux vecteurs x et y, et bien en fait ça revient à faire quoi? La transposée du vecteur colonne des coordonnées de x fois y. Ok? Bon, eh bien la correspondance va être très proche ici. Et en fait c'est tout à fait logique. Parce qu'en fait, je vais peut-être le dire plus tard, on verra, mais il y a une très forte correspondance. L'idée ici, ça va être de se dire que si j'effectue ma forme bilinéaire sur x et y, ok, et que j'ai m qui est égal à la matrice dans une certaine base de Q, bah alors ma forme bilinéaire sur x et y, c'est simplement la transposée du vecteur colonne x fois ma matrice m fois y. Et alors, on s'en rend compte assez rapidement que si je fais la forme quadratique sur Q, c'est simplement faire transposer de x, m, x.
D'accord? On voit bien ici que M, elle agit bien, hein, où M, c'est la matrice de Q. Donc, la matrice, on l'utilise comme ça, ici. L'idée qu'on peut on peut se demander, c'est euh, est-ce que comme en algèbre linéaire, lorsqu'on avait des matrices, ici, il faut bien comprendre que la matrice M n'est pas une matrice d'endomorphisme. D'accord? Ce n'est pas une matrice linéaire, c'est quelque chose qui est quadratique. Donc vous ne pouvez pas faire ce que vous voulez dessus comme les matrices de base, ce que vous saviez faire. Par contre, il y a quelques informations, enfin quelques trucs qu'on peut faire un peu pareil. Une idée, par exemple, c'est de se dire que on peut quand même faire un changement de base, mais il est différent de l'algèbre linéaire qu'on connaît. Si j'ai une matrice de passage qui va d'une certaine base, de la base 1 vers la base 2, eh bien, en fait, ma matrice M', qui va être la matrice dans la base 2 de Q, ça va être en fait presque comme le changement de base qu'on connaît, sauf que ça ne va pas être l'inverse qu'on va mettre devant, mais la transposée. Donc transposée de P, M, P. Où M, c'est la matrice dans la base B2. Donc c'est transposé de P fois la matrice dans la base B1 plutôt de Q fois P. Ici, une relation comme ça, c'est ce qu'on appelle une relation de congruence entre matrices. Donc voilà le lien qu'il peut y avoir entre deux matrices dans des bases différentes, hein, c'est par une relation de congruence. Donc juste avant de passer à la suite, j'aimerais clarifier un peu quelque chose sur pourquoi est-ce qu'on utilise des matrices. Ici, les matrices, elles vont avoir une utilité parce que comprendre la matrice, ça va être comprendre la forme quadratique. Et en fait, on verra dans une prochaine vidéo, sûrement la prochaine, que nos formes quadratiques, il y a ce qu'on appelle dessus, ce qu'on appelle la signature d'une forme quadratique. Et la signature d'une forme quadratique, donc c'est lié à ce qu'on appelle le théorème de Sylvester, hein, théorème d'inertie de Sylvester. Et en fait, cette forme, cette signature, elle va être trouvable sur les matrices. Et le fait de retrouver cette signature via les matrices, des fois c'est plus simple que via quelque chose d'autre qu'on verra dans la prochaine vidéo. Donc les matrices vont avoir une utilité qui va être la compréhension des formes quadratiques. Elles vont aussi avoir une utilité sur des exos, hein, si vous en avez besoin. Mais voilà, les matrices servent ici. Bon, continuons. Et maintenant qu'on a vu plein de choses, on a vu donc pour l'instant les formes quadratiques, ce qu'on appelle la forme polaire, ce qu'on appelle la matrice de la forme quadratique, ben, on va voir maintenant, on avait vu en algèbre linéaire, il y a ce qu'on appelle dans des espaces euclidiens munis d'un produit scalaire, on a ce qu'on appelle l'orthogonale d'un sous-espace, etc., etc. On a que deux vecteurs sont orthogonaux. Bon, ben, dans les espaces duaux, on avait vu ça aussi, hein, dans l'espace dual, il y a ce qu'on appelle un orthogonal. Eh bien, avec les formes quadratiques, il y a un orthogonal. Donc bon, on va dire que deux vecteurs x et y sont orthogonales au sens de la forme quadratique. Des fois, on le marque comme ça. On peut ne pas le marquer. Hein, si ça ne porte pas à confusion, on peut ne pas le marquer. Eh bien, x et y sont orthogonaux pour la forme quadratique si et seulement si la forme polaire évaluée sur xy vaut 0. Ok? Voilà. On a une nouvelle notion. Notre forme polaire s'annule sur x et y. Bon, bah, x et y sont orthogonaux. Donc, on peut assez facilement étendre à A qui est inclus dans mon espace, hein, qui est une partie de mon espace. Bon, ben, l'orthogonale de A, c'est défini comme l'ensemble des vecteurs de E, tels que pour tout vecteur y dans A, ma forme bilinéaire évaluée sur x et y, hein, pour tout y dans A, vaut 0. D'accord? Donc c'est la même notion que l'orthogonale d'un espace. Hein. L'orthogonale d'un espace, c'était plutôt représentatif, hein, parce que on avait un espace, j'avais un vecteur, je sais pas, voilà,
Le vecteur ici, il est bien orthogonal. Bon, ben, il était orthogonal à tout le monde dans l'espace. OK. Eh bien, là, c'est à peu près pareil. C'est pas trop... Bon, c'est la même définition. En tout cas, c'est très proche. À partir de cette notion d'orthogonalité, on va pouvoir faire de nouvelles choses sur les formes bilinéaires, d'accord? Parce que par exemple, je vous rappelle que si on était dans un espace euclidien de dimension finie, ben par exemple, si on avait f qui était inclus dans E, eh bien j'avais que f était en somme directe avec son orthogonale. Bon, ben, une question ici, ça va être, est-ce qu'on peut avoir ça? Est-ce qu'on peut avoir ça? Bon, ben, pour avoir ça, il va falloir avoir deux nouvelles notions, hein. La première notion, ça va être la notion de noyau. Les noyaux, comme je vous l'ai dit en algèbre linéaire, un noyau, c'est le noyau d'une application linéaire, c'est l'ensemble des vecteurs qui annulent mon application linéaire. Ben ici, je vous l'ai dit, les formes quadratiques, c'est pas comme les applications, c'est pas linéaire, hein, c'est quadratique. Donc la notion de noyau est différente. Ok? La notion de noyau est différente, mais on se doute qu'elle va utiliser ça. Les noyaux, c'est quoi? C'est l'ensemble des vecteurs de E, tels que pour tout vecteur de E, ma forme polaire évaluée sur x et y vaut 0. Donc bon, hein, si on devait faire un copier-coller, on verrait juste que si je mets que E égale à A, j'obtiens ça. Si je dis que A égale à E, j'obtiens ça. Bon, ben en fait, c'est simplement l'orthogonale de E. C'est quoi? C'est l'ensemble des vecteurs de E qui, par n'importe quel autre vecteur, seront annulés par la forme polaire. Et donc, c'est un peu frustrant, parce que nous, le noyau qu'on connaît, hein, le noyau de phi, qui est une forme linéaire, d'accord? C'est l'ensemble des vecteurs x dans E, tel que phi de x est annulé. Enfin, tel que phi est annulé par x. Eh bien, regardez. Je dirais ce que c'est le nom, mais l'ensemble des vecteurs E, tel que q de x est annulé, ça existe et ça a un sens chez les formes quadratiques, et c'est ce qu'on appelle le cône isotrope. Ok. Alors, ce nom est un peu barbare, mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'un vecteur est dit isotrope pour la forme q s'il est annulé par q. Eh bien, le cône isotrope, c'est l'ensemble des vecteurs qui sont annulés par q. Pourquoi cône? Parce que simplement, on va voir un exemple maintenant. C'est que dans l'espace, c'est un cône. Un cône, c'est quoi? C'est un objet qui est stable par homothétie. D'accord? Donc bon, on va pouvoir voir ça juste après. Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre à dire ici? Oui, quelque chose d'autre avant. J'avais rappelé que donc E était égal à F plus son orthogonale, hein, en somme directe, dans un espace euclidien. Ben, quand ici on parle au sens d'une forme quadratique, d'accord? Eh bien ça, c'est plus toujours vrai. C'est plus toujours vrai parce que les dimensions ne sont pas toujours les mêmes, d'accord? Des fois, dans certains cas, on va voir que si notre forme Q, notre forme quadratique Q, a une certaine propriété, alors on ne pourra pas avoir ça. Les dimensions seront différentes, hein. Cette propriété-là, c'est ce qu'on appelle la dégénérescence de Q. D'accord? Si il existe des vecteurs pour Q qui sont dans son noyau, c'est-à-dire si le noyau est non vide, on dit que Q sera dégénéré, et alors on n'aura pas cette égalité. Donc on a cette égalité, si et seulement si, eh bien, notre forme quadratique restreinte à f, par exemple, est non dégénérée. Hop. Donc si Q restreinte à f est non dégénérée, ça veut dire que E est en somme directe
de f et de son orthogonale pour q. Je rappelle juste que la restriction, l'opération de restriction, c'est simplement, comme son nom l'indique, se restreindre sur un espace. C'est-à-dire prendre que des éléments de ici f. Bon, maintenant qu'on a dit tous ces trucs un peu bizarres, on va revenir principalement sur la notion de noyau et de cône isotrope, parce que c'est des choses qui sont nouvelles. Et puis de toute façon, toutes les choses comme ça, E étant somme directe et tout, ça on le reverra dans des exercices. Mais bon, voyons voir des histoires de cône isotrope, de choses comme ça. Si par exemple je suis dans E égale R3, on se met dans l'espace, et je prends une certaine forme quadratique qui est égale à x1 carré, moins x2 carré, moins x3 carré. Ok. Bon, c'est cool parce que là, on n'a que des carrés. Et puis, la première notion, ça va être de se demander, ici, quel est son cône isotrope, par exemple. Donc, le cône isotrope, je rappelle que c'est l'ensemble des vecteurs qui sont annulés par Q. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est l'ensemble des vecteurs de R3, tels que la première coordonnée au carré, moins la deuxième coordonnée au carré, moins la troisième coordonnée au carré, égale à 0. Bon. Il n'est pas difficile de se dire que c'est encore nos vecteurs de R3, tels que quoi? Tels que x1 carré est égal à x2 carré plus x3 carré. Et ça, c'est exactement l'équation d'un cône. Hein, dans R3, si on est en x, y, z, bon ben, un cône isotrope, on sait que c'est de la forme, par exemple, je vais remarquer le même truc. Donc, ça, c'est bien l'équation d'un cône. Si je dois représenter ça dans l'espace, d'accord? Hop. Je suis dans l'espace, ok? Ici, j'ai le centre. Et puis dans l'espace, ça va ressembler à quoi? Ça va ressembler à un cône. Donc bon, hop, hop, comme ça, tac, tac. Un cône. L'idée, c'est qu'est-ce que représente un cône? Un cône, c'est quelque chose qui est stable par homothétie. Si je fais une homothétie vectorielle, on voit que ça reste le cône. Ok? J'ai oublié de remarquer quelque chose, mais on avait vu tout à l'heure que le noyau, c'est l'ensemble des vecteurs x dans E, tels que pour tout y dans E, b de xy égale 0. C'est très proche du cône. Le cône, c'est simplement l'ensemble des vecteurs qui sont annulés par eux-mêmes, par la forme quadratique. Et donc en fait, on a eu une inclusion qui est triviale, d'accord? On a eu une inclusion qui est logique, c'est que le noyau de Q est inclus dans le cône isotrope. D'accord? Parce que si x se fait annuler par tout y dans E, en particulier se fait annuler par lui-même. Donc il est dans le cône. Maintenant, l'inclusion réciproque n'est en général pas vraie. D'accord? Par exemple, voilà, on vient de voir que si on a un cône, d'accord? Un cône n'est pas inclus dans un noyau. Un noyau, c'est quelque chose qui est linéaire, c'est vectoriel, enfin, c'est un noyau. Alors qu'un cône, c'est un cône, donc ce n'est pas linéaire. Ok. Maintenant, est-ce qu'on pourrait trouver le noyau de ça? Le noyau de ça, je suis malheureux de vous l'apprendre, mais il n'y a rien. Il n'y a aucun vecteur qui est annulé par un autre vecteur pour la forme polaire. D'accord? L'idée ici, c'est de se dire, donc la forme polaire, je prends sur xy, la retrouver, c'est très simple. Comme on n'a que des termes au carré, c'est juste ça. Et la question, c'est est-ce que j'ai un certain vecteur non nul, tel que pour tout autre vecteur? Bon, c'est... Non. Je prends par exemple 1, 0, 0. Donc ça vaut 1 et tout ça, ça vaut 0. Bon, ça vaudra toujours 0. Du moment qu'il y a quelque chose dans la coordonnée y1, ça ne vaudra pas 0. Bon, je peux faire ça pour tout ce que je veux.
ça ne marchera jamais. Donc le seul moyen, c'est d'avoir x1 égale 0, x2 égale 0, x3 égale 0. Donc le noyau ici, le noyau de Q dans mon exemple, il est réduit au vecteur nul. Et donc on voit bien ici que ça, c'était inclus dans le cône isotrope, hein, qui était un cône, et qui lui n'était pas nul. D'accord? Si on a ça, je vous rappelle que si le noyau est réduit au vecteur nul, alors notre forme est non dégénérée. On verra juste un peu après ce que ça veut dire, mais par exemple, voyons une forme qui est dégénérée. Hop. Là, j'ai une forme qui est dégénérée. Je suis encore sur R3. Mais maintenant, je remarque que par exemple, si je prends le vecteur E3 de la base canonique, d'accord, eh bien lui, je le mets dans la forme polaire, donc j'aurais pas dû l'effacer, mais si je la remarque rapidement, ok, eh bien E3 ici, oula, non désolé, la forme polaire c'est elle, eh bien E3 ici, le 1, on s'en fout, il compte pas, en fait il n'y a que les deux premières coordonnées qui comptent, et donc maintenant je peux mettre n'importe quel vecteur, d'accord, ben lui, ce que je veux dire, c'est qu'il sera toujours dans le noyau. D'accord? Et donc ici, le noyau de Q, c'est égal à vect de 0, 0, 1. D'accord? Ça se voit, le 1, il est là. Donc ça et ça vaut 0. Donc ça vaut toujours 0. Donc elle vaut toujours 0. D'accord? Donc voilà. Ça, c'est la notion de noyau et de cône isotrope. On verra un peu plus tard, dans une prochaine vidéo sûrement, la suite de ce cours qui se portera plus sur ce qu'on appelle le théorème d'Inarcide-Sylvester. Et puis sûrement, je ferai une vidéo d'exercice. Moi j'espère que en tout cas cette vidéo vous aura plu. On a vu l'essentiel pour l'instant sur les formes quadratiques, enfin une introduction aux formes quadratiques. Et puis on se voit la prochaine fois.